pour voir un peu la salle. Alors, je vais le remettre évidemment après. Attends. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux à cet atelier consacré à la création d'un organisme de formation en interne au sein de son entreprise. Pour présenter ce sujet, ce grand sujet, nous avons deux connaisseurs, Valérie Laurent et François Gruel, qui se présenteront à vous avant d'évoquer ce sujet. J'aimerais rappeler, avant de leur laisser la parole, quelques points pratiques. Alors, cet atelier va durer 1 heure, dont 40 minutes d'intervention, de présentation et 20 minutes d'échange avec eux. On a des micros pour ça. Donc voilà, on peut commencer. Ok, super. Bonjour à tous. Bonjour. Juste avant, je vais partager mon écran pour partager la présentation et le contenu que je vais vous proposer. Mais juste avant qu'on démarre, j'avais juste une ou deux petites questions à vous poser. Je voulais savoir déjà dans la salle, qui est chef d'entreprise? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui sont chefs d'entreprise? Ok, super, merci. Qui est en région parisienne? Pareil, si vous pouvez lever la main, ceux qui sont ou qui travaillent dans la région parisienne. D'accord. Ok. Et dernière question, en région lyonnaise, est-ce qu'il y en a qui sont dans la région lyonnaise? Ouais, ok, il y en a pas mal aussi. Ok, super. Bon, moi je suis dans la région grenobloise. Et Valérie, toi tu es En Haute-Savoie. en Haute-Savoie, ouais, donc on n'est pas très loin, nous. Ok, super. C'était pour vous voir un petit peu, parce que je vais partager l'écran, donc je ne vais plus vous voir après. Euh, Allez, c'est parti. Est-ce qu'on voit l'écran, Samia? Très bien. Parfait. Allez, c'est parti. Donc, on est là aujourd'hui pour vous parler de la création d'un organisme de formation en interne. Au sommaire, on va faire basique. Pourquoi créer son organisme? À quel moment il est utile de créer son organisme? Qui intervient dans la création d'un organisme et dans l'organisation? Quoi, c'est-à-dire sur quel sujet il va être pertinent de former et comment on s'y prend. Voilà les différents points qu'on va voir François, aujourd'hui. excuse-moi, on t'entend Oui. pas très bien. Ah, alors, Oui, coupe la caméra, s'il te plaît. Je pense qu'il y a un problème avec la bande passante. attends, je vais mettre mon micro-casque pour voir. Quand, quand tu dis comment... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça vient de C'est saccadé François? aussi. D'accord. Donc peut-être qu'il faut que je coupe la caméra également alors. Je vais peut-être désactiver la mienne, la nôtre. Je l'ai désactivée, notre caméra. Ok. Allez-y, là. Allez-y, parlez. Je sais pas si... Alors, est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Est-ce que ça saccade toujours ou est-ce que vous m'entendez mieux? Mieux vaut couper les caméras, je pense. Ok. Hop, c'est bon, j'ai coupé ma caméra. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? On t'entend mieux, mais on voit pas le PPT. Ouais, je suis en train de le remettre là. Ok, super. Est-ce que c'est bon là? Ok, bon, je continue. Donc, voilà le sommaire qu'on va voir ensemble. D'abord, je voulais me présenter rapidement. Moi, je suis gérant de l'organisme FG Consult. On a accompagné déjà, ça fait 8 ans qu'on existe, on a accompagné déjà plus de 1000 entreprises sur Calliope avec 100% de réussite. On accompagne beaucoup de formateurs indépendants, des petits organismes de formation, mais également quelques gros organismes. J'ai mis quelques références ici, comme Aftral, le plus gros organisme de formation en France que j'ai accompagné sur Calliope. Decathlon, que j'ai aidé à créer leur CFA et à obtenir leur certification Calliope. Vinci Construction, qu'on aide chaque année avant leur renouvellement d'audit. Et voilà, d'autres grosses enseignes également qu'on a aidées. Les services qu'on propose,
On intervient dès la création d'organismes de formation. On accompagne ensuite sur les différentes étapes, déclaration d'activité, certification Calliope, stratégie de financement, référencement et d'offres pour les accès au CPF. Et à côté de ça, on a quelques spécificités. On aide aussi avec des formations e-learning comme trouver des clients avec LinkedIn, concevoir et animer des formations captivantes en présentiel et concevoir aussi des e-learning de qualité. Valérie, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, ben, je vais me présenter. Donc, moi, je travaille dans le domaine de la formation depuis de nombreuses années, hein. J'ai commencé ma carrière comme formatrice en génie industriel. Vous nous entendez bien, d'ailleurs? Est-ce que ça va mieux là maintenant? D'accord. Donc, voilà, donc cette première expérience m'a permis de développer une solide connaissance du terrain et des réalités opérationnelles. J'ai ensuite évolué vers un poste de chargé de mission. J'ai repris mes études universitaires, hein, en ingénierie de formation. Et après cette spécialisation, donc j'ai intégré un cabinet de conseil où j'accompagnais les entreprises dans la professionnalisation de leurs équipes et de leurs centres de formation. Je travaillais notamment sur la structuration de leur offre, sur la montée en compétences des formateurs avec l'animation de formation de formateurs. Donc, il y a 13 ans, j'ai fait le choix de rejoindre Somfy pour m'inscrire plutôt dans la durée au sein d'une entreprise. J'avais envie de réaliser un travail de fond avec une équipe stable et ça m'a permis de piloter des projets intéressants liés à l'innovation, hein, l'innovation qui est l'ADN de Somfy, et de participer à la professionnalisation continue du centre de formation d'une équipe qui est constituée de 10 personnes. Ok, super, merci. Alors, premier point, pourquoi créer un organisme de formation en interne? Premier sujet, évidemment, ça va être pour former ses collaborateurs. Par exemple, pour mieux intégrer les nouveaux collaborateurs, pour ne plus dépendre des personnes clés. On sait toujours que dans les entreprises, il y a souvent les anciens où il y a quelques personnes clés qui détiennent l'ensemble des connaissances. Le sujet, c'est de capitaliser les connaissances au sein de l'entreprise pour ensuite les faire diffuser. Pour également standardiser les pratiques, réduire les erreurs et le temps perdu, gagner en autonomie et en productivité. Le but, c'est moins de dépendance aux personnes et plus de maîtrise en interne. Deuxième point sur les raisons de créer son organisme de formation, ça va être de former ses partenaires. Donc, quand on travaille avec des partenaires, comme vous le faites de ce que j'ai compris, il peut être pertinent de créer son organisme. Notamment quand on travaille avec des distributeurs. Quand les distributeurs sont formés à la vente, aux produits, aux méthodes, ça leur permet de mieux vendre et donc de vendre plus. Ça permet aussi aux installateurs ou à toutes les personnes qui peuvent installer en externe d'être mieux formés sur les produits, sur les méthodes d'installation, sur tout le côté technique et donc d'avoir des installations réussies et mieux maîtrisées. Et ça va permettre évidemment d'avoir moins de services après-vente et de support en interne pour l'entreprise. On va aussi évidemment pouvoir homogénéiser la qualité de toutes les prestations des partenaires, avec évidemment une fidélisation du réseau. Plus vos partenaires sont formés, moins vous subissez leur niveau. Autre raison de créer un organisme de formation interne, ça peut être de développer son activité en générant du chiffre d'affaires, parce que s'il est bien fait, ce centre de formation interne peut être un centre de profit très intéressant. Ça permet aussi donc derrière de faciliter la vente. Quand on a un centre de formation, qu'on forme les gens, ben derrière on peut aussi vendre les produits plus facilement. Ça peut permettre de se différencier par rapport à ses confrères et aussi de renforcer son image d'expert. Vous ne vendez plus seulement un produit, mais vous vendez derrière un savoir-faire complet. Et enfin, dernière raison, on va dire, pourquoi créer un centre de formation interne? Ça peut être en option de former les clients finaux. Ça permet de réduire les erreurs d'utilisation, de diminuer le SAV, d'améliorer l'expérience client et de gagner en visibilité. Et pour former les clients finaux, c'est pas forcément un centre de formation interne, même si ça peut l'être, mais ça peut être aussi via une chaîne YouTube, des e-learning, comme il y en a beaucoup qui font aujourd'hui.
un bon contenu peut vous faire économiser des heures de support. Et ça, c'est un investissement qui peut être très intéressant. Question pour toi, Valérie. Quel est le retour sur investissement pour Somfy de disposer de son propre centre de formation en interne? Alors, le centre de formation Somfy existe depuis 1982. Donc, il est quand même très âgé, si on peut le dire. Mais pour autant, en fait, cette longévité, elle atteste d'un vrai retour sur investissement, hein. Et comme déjà un petit peu évoqué dans cette première partie avec François, les bénéfices que l'on peut en tirer sont à la fois des bénéfices quantifiables sur le coût, la qualité, le délai, mais il y a aussi ce qu'on appelle des bénéfices intangibles qui sont, voilà, qui sont quand même plus difficiles à isoler, mais qui ont quand même une importance majeure. C'est d'ailleurs souvent des bénéfices qui sont liés à des facteurs sociaux, amélioration de la communication, de la satisfaction, de l'intégration des salariés. Je pense aussi à l'augmentation de la qualité du service, à l'image de l'entreprise, par le service formation qui peut être différenciant. Alors, pour nos clients, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'un client qui est bien formé maîtrise mieux les produits, comprend les bénéfices, les installe dans le respect des bonnes pratiques, hein. Et cette montée en compétences, elle a un véritable impact sur la vente, sur l'installation et la prévente, quoi. On peut facilement mesurer, d'ailleurs, moi je le fais régulièrement avec certains de nos clients, l'augmentation du chiffre d'affaires. On a, pour ceux qui ont des hotlines, des diminutions d'appels justement à la hotline. On a aussi, on l'a constaté, beaucoup moins de retours SAV que l'on peut imaginer au départ comme un produit qui ne fonctionne pas, alors qu'en réalité, c'est souvent un produit qui a été mal posé, quoi. Sur la partie bénéfices intangibles, on a bien entendu une plus forte satisfaction et fidélisation des collaborateurs chez les clients et puis un impact positif sur leur taux de rétention. On sait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la difficulté, c'est celle du recrutement. Donc, quand on a un bon collaborateur, autant pouvoir le conserver. Et pour l'industriel que nous sommes, eh bien, il y a forcément une adoption plus rapide et plus fluide des innovations produits, quoi. Alors, par Ok. rapport à l'interne, donc là j'étais plutôt côté client, par rapport à l'interne, hein, on réduit la transmission artisanale, hein, et aléatoire des compétences, hein. On n'est pas sur une montée en compétences d'un collègue disponible qui explique à sa manière, hein. On diminue la dépendance aux experts. Je pense à des compétences rares, stratégiques, qui sont souvent détenues par peu de personnes et sans lesquelles l'activité clé ne peut pas fonctionner. Ok, super. Merci Valérie. Maintenant, deuxième question, deuxième point, ça va être à quel moment on crée son organisme de formation en interne. Donc, je vais pas... à chaque fois, j'ai essayé de différencier, hein, parce que vous avez vu qu'il y a quand même deux cas de figure qui sont intéressants dans la création d'un organisme de formation interne, c'est former les collaborateurs et former les partenaires. Donc, j'ai essayé de reprendre ça à chaque fois sur cette même structure. Donc, à quel moment on forme ses collaborateurs? Ben, quand on commence à avoir des problèmes de qualité en production, quand on a des difficultés à recruter le personnel qualifié. Donc, je vais assez vite, on en a parlé un petit peu déjà. Une intégration longue et inefficace, ou quand on a une dépendance aux personnes expérimentées, comme le disait Valérie. Quand on a aussi des difficultés à fidéliser sur le long terme, l'important, c'est de structurer au lieu de compenser les problèmes avec les personnes. Et enfin, pour les partenaires, à quel moment on crée l'organisme de formation? Bah, quand on travaille avec des distributeurs, des installateurs, qu'on en a plusieurs, et qu'il faut harmoniser évidemment les méthodes, les pratiques. Aussi, quand les produits évoluent régulièrement, puisque on a une gamme de produits, on la fait évoluer régulièrement, bon, bah, faut continuellement former les partenaires sur les nouveaux produits, les innovations, les nouveautés. Quand le SAV est surchargé, bien sûr, quand on a aussi des clients finaux insatisfaits sur les installations réalisées, ça marche pas, c'est pas bien installé. Et quand vos partenaires n'appliquent pas toujours les bonnes pratiques à cause d'un manque de formation, justement. Quand votre image dépend de personnes que vous ne maîtrisez pas, alors oui, c'est pertinent de créer son organisme de formation en interne. Maintenant, on va aborder le sujet de qui. Donc, il y a deux choses. Il y a qui on forme, mais aussi qui forme. Et ça, c'est un point qui est super important et qui va conditionner la réussite du projet.
Donc, qui forme-t-on? Évidemment, les collaborateurs, on en parlait tout à l'heure, mais ça va être les nouveaux entrants pour la période d'intégration, puisqu'on le voit aujourd'hui, hein, enfin, moi je le vois en discutant avec certains confrères, quand les collaborateurs sont mal intégrés ou on n'a pas mis assez l'accent, ils se sentent pas suffisamment dans l'entreprise et peuvent repartir vers autre chose parce que l'intégration a été mal réalisée. On peut former les opérateurs, les techniciens, donc que ce soit dans la partie production, atelier, usine ou carrément sur le terrain pour la partie plus opérationnelle. Mais aussi, on peut former les commerciaux. Quand on a élaboré des méthodes de vente en interne, on sait que c'est cette méthode qui fonctionne, eh bien, ça vaut le coup d'aller former les commerciaux, leur apprendre la méthode, leur faire appliquer la méthode pour s'assurer que tout va être harmonieux sur le terrain. On peut ensuite former les managers et donc derrière, on peut développer plusieurs sortes de formations, hein. Mais le but, c'est d'avoir un management qui soit pareil, homogénéisé et harmonieux sur, toute la transverse. Comme je disais, on ne forme pas tout le monde pareil, mais tout le monde doit parler le même langage et donc c'est l'esprit de l'entreprise qu'on va aussi pouvoir diffuser à travers ces formations. Et maintenant, dans les partenaires, qui est-ce qu'on forme? Donc, je vais assez vite, on en a parlé. Les distributeurs pour mieux vendre, les installateurs pour mieux poser, les réseaux, les franchisés, les clients finaux, ça peut arriver. On ne forme pas les gens, on forme les gens qui représentent notre image, mais qui ne sont pas forcément dans l'entreprise. Maintenant, question importante, qui forme? Ça, c'est un vrai sujet parce que on ne naît pas formateur et c'est pas parce qu'on sait des choses qu'on peut former. Donc, quand on est en interne et qu'on va former, le cas le plus fréquent, ça va être les experts métiers, évidemment, puisque ce sont eux qui ont les connaissances, ce sont eux qui ont l'expérience, le savoir. Donc, on va naturellement se tourner vers eux pour qu'ils puissent enseigner ce savoir et ces connaissances à leurs collègues. On va aussi parler des techniciens expérimentés, que ce soit en production, quelqu'un qui est là depuis 20 ans, 30 ans, il a forcément énormément de savoir avec beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Mais aussi tout ce qui est SAV, puisque le SAV, c'est une mine d'or en termes d'information, de retour terrain. Donc on a aussi des gens qui sont très compétents et qui peuvent transmettre leur savoir. On va aussi utiliser souvent ou confier cette responsabilité à des responsables, à des managers. Mais attention, comme je disais, un expert n'est pas un formateur, c'est un expert. Il peut devenir formateur avec une formation adéquate. Un expert métier n'a pas forcément la pédagogie nécessaire pour instruire les autres. Donc, souvent, ça va passer par une formation pour que la personne puisse comprendre la pédagogie, comprendre comment on transmet le savoir. Et donc, ce qu'il faut vraiment, j'insiste énormément là-dessus parce que ça conditionne la réussite du projet. Des formateurs qui soient formés à la pédagogie, que ce soit à la conception d'une formation, en disant, OK, je veux former sur tel sujet, il y a un besoin. Comment j'organise? Si j'ai 2 jours, comment j'organise mes séquences? Comment j'organise mes 2 journées? À quel moment je vais apporter de la théorie? À quel moment je vais faire des exercices pratiques? À quel moment je vais évaluer si les acquis ont bien été enregistrés? Mais également la partie animation de la formation, puisque, il faut des formations qui soient vivantes. Il faut que les apprenants soient, motivés et attentionnés. Il faut une méthode commune, évidemment, des supports structurés, une homogénéité dans la transmission, ça c'est pareil, on ne peut pas avoir un formateur qui enseigne de cette façon-là en interne et puis un autre formateur toujours en interne qui enseigne d'une autre façon. Ça ne marche pas. Il faut que quand on enseigne la même formation avec 2 formateurs différents, le résultat soit le même. Ce n'est pas la personne qui fait la qualité, c'est le système. Donc tout est dans la structure. Pour les partenaires, vous pouvez former en interne avec vos formateurs. Une fois que vous avez défini vos formateurs, ils ont été formés, ça y est, ça commence à rouler. À ce moment-là, vous pouvez avoir un centre en interne et faire venir vos partenaires directement dans votre centre et ce sont vos formateurs qui vont les former. Mais ils peuvent aussi se déplacer et aller directement chez les partenaires ou chez les clients. Et chez les partenaires, il y a souvent vos propres produits qui y sont. Et à ce moment-là, on peut former toute une équipe directement chez le partenaire.
Mais il est également possible de structurer un réseau de formateurs. Si vous distribuez, vous avez des partenaires en France, dans la France entière, eh bien vous pouvez très bien dire, OK, j'ai un salarié qui est sur Paris, qui va couvrir toutes les formations dans la région parisienne, j'en ai un autre sur Lyon, un autre sur Marseille. Mais ça peut être aussi des indépendants qui sont déjà dans la formation technique. Vous allez les former sur vos produits et ensuite vous allez leur confier des missions au fur et à mesure du besoin pour qu'ils aillent former vos partenaires. Donc, plus vous déléguez la formation, plus vous devez la structurer. Autre sujet maintenant, le quoi. Sur quel sujet on forme? Pour les collaborateurs, toujours, premier volet, on peut former sur toute la partie assemblage. On recrute des nouveaux techniciens, des nouveaux opérateurs, la partie assemblage, le montage, les tests, le contrôle qualité, tout ce qui est maintenance et dépannage également. Mais ça peut être aussi sur le management. On peut très bien dire, OK, j'ai plusieurs managers, j'ai besoin d'harmoniser les pratiques. OK, je crée, je développe en interne et j'anime des formations management pour mes managers. Ça peut très bien aussi être de la formation pour les commerciaux ou la relation client. Et également, pourquoi pas, sur des compétences transverses. Si je distribue aussi à l'international, j'ai besoin que la partie anglais avec mes collaborateurs soit harmonisée sur tous les mots techniques, les mots à utiliser. Et donc, je peux aussi diffuser des formations sur des compétences transverses. Et tout ce qui a un impact sur la performance doit être maîtrisé. Pour les partenaires, on peut former évidemment sur la partie installation des produits, la partie réparation, la partie SAV, la partie utilisation également. Comment on utilise les produits et comment on forme aussi les clients finaux à l'utilisation. On peut former sur la vente, les argumentaires, l'évolution des produits, les nouvelles gammes. Vos partenaires doivent maîtriser vos produits aussi bien que vous, puisque c'est eux qui vont véhiculer votre image. Donc, ils doivent avoir cette image de professionnel. Ce qui doit être structuré dans vos formations. Il faut d'abord avoir des objectifs clairs. On ne lance pas une formation comme ça en disant on forme sur tel sujet. Non. Quel est l'objectif défini? À quel niveau on doit arriver pour l'apprenant? Qu'est-ce qu'il doit être capable de faire à la fin de la formation? Un déroulé logique de dire, OK, si je fais une formation sur 2 jours, comment je séquence mes 2 jours? À quel moment je mets un apport théorique, les exercices pratiques, on en parlait tout à l'heure. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le séquençage, le déroulé pédagogique. Il faut évidemment de la mise en pratique, énormément de mise en pratique. Toutes les bonnes formations passent par de la mise en pratique, puisque c'est en faisant qu'on apprend. Une évaluation des acquis, très important, à la fin de la formation. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Est-ce que les apprenants sont capables de faire ce qui était prévu au départ? Donc, une évaluation pour mesurer si la formation a bien été intégrée et les résultats. Sinon, ce n'est pas une formation, c'est de l'échange. Donc, à partir du moment où on rentre dans une voie de structurer et de créer un organisme de formation, on fait les choses correctement et on fait de la vraie formation. Question pour Valérie. Valérie, comment est-ce que tu as structuré, comment vous avez structuré le centre de formation pour qu'il devienne performant? Alors, la structure, elle repose sur deux pans qui sont complètement complémentaires, hein. La partie ingénierie de formation et la partie pilotage de l'activité. Alors, sur la partie ingénierie de formation, notre point d'entrée, c'est forcément le fait que toute nouvelle formation est une entrée par les compétences. En fait, et en plus, il faut que ces compétences soient modularisables. Ça nous permet de ne pas avoir des formations hors sol. Les modules de formation, en fait, elles permettent aussi d'avoir des parcours de formation de plus courts et plus adaptés aux justes besoins, quoi. Et lorsque l'on fait ça aussi, donc on décline ça, je ne sais plus exactement le terme, pour nous, ça s'appelle un guide animateur, c'est-à-dire un déroulé pédagogique qui nous permet également d'être sûr qu'on a le même message pour toutes les formations, quel que soit le lieu et la formation. Du coup, la qualité de la formation, elle est constante et ça permet également d'intégrer plus rapidement tout nouveau formateur.
Mais pour autant, la performance d'un centre de formation ne repose pas uniquement sur la qualité pédagogique, hein. Elle dépend également de l'efficacité de tout ce qui se trouve en coulisses. Je pense en premier lieu à la gestion administrative, hein. Il faut qu'elle soit, voilà, il faut qu'elle soit rigoureuse et qu'elle permette de sécuriser les parcours, tout ce qui est inscription, convention, financement. Enfin, il faut éviter au maximum les erreurs. Il y a le pilotage de la qualité qui ne se limite pas à répondre aux normes qualité, c'est vraiment un levier d'amélioration de continue. Elle professionnalise, pardon, l'organisation, elle renforce forcément son image. Il y a toute la partie veille stratégique et réglementaire. N'oublions pas que la formation, c'est un secteur qui est en constante évolution. Il faut être capable d'anticiper les changements, les réformes, les financements, les innovations pédagogiques. Et un centre de formation qui observe, il analyse, il anticipe, il devient plus agile et forcément plus pertinent. Et le dernier point touche bien entendu les indicateurs, tout ce qui est tableau de bord nécessaire à l'activité, qui permet d'avoir des données fiables et qui permettent aussi de prendre des décisions plus rapidement et plus efficacement. Ok, super, merci. Et maintenant, on va arriver au volet, je pense que tout le monde se pose la question, c'est comment on fait pour créer un organisme de formation? Donc, les bases, évidemment, pour démarrer, ben, c'est de structurer hein, en disant, OK, de quoi j'ai besoin en termes de matériel, en termes de compétences, en termes de lieux, en termes d'organisation. Mais après, il va falloir structurer intelligemment, donc clarifier qui pilote. Qui va piloter le centre de formation? Qui va piloter cette activité complète de formation? Il va falloir aussi formaliser un minimum, on parlait tout à l'heure, hein, les objectifs, les déroulés pédagogiques, les objectifs 2 fois, les évaluations. Il va falloir après organiser les sessions, définir qui a besoin d'être formé, comment on va gérer le planning, et il va falloir, comme tu disais Valérie, suivre les résultats, mesurer. Hyper important, la mesure pour voir où est-ce qu'on va, est-ce qu'on avance sur la bonne voie, à la bonne vitesse? Le but, c'est pas de chercher la perfection tout de suite, mais de mettre en place quelque chose qui fonctionne. La partie maintenant réglementation et financement, puisque, ben, en France, c'est très réglementé, c'est assez complexe, et c'est important de savoir, de connaître toute cette partie-là pour avancer. Première chose à faire quand on veut créer son organisme de formation, c'est la partie déclaration d'activité. On appelle ça le NDA, le numéro de déclaration d'activité. C'est la porte d'entrée, c'est obligatoire en France dès qu'on facture de la formation professionnelle. À partir du moment où vous réalisez de la formation professionnelle, vous avez normalement 3 mois pour faire un dossier auprès de la DRITS et demander votre numéro de déclaration d'activité qui va vous permettre d'être reconnu comme organisme de formation professionnelle. Le NDA vous permet, ce que je disais, de devenir organisme de formation. C'est une démarche, alors j'ai mis relativement simple quand on la connaît, mais elle peut se faire en autonomie. Elle n'est pas très complexe. Deuxième partie, là on va rentrer un peu plus dans le dur, c'est la certification Calliope. Je pense que vous en avez entendu parler, c'est le vrai levier de développement. La certification Calliope, elle va être obligatoire à partir du moment où vous souhaitez accéder au financement public. Donc les financements publics, qu'est-ce que c'est? Je vais donner les plus connus, hein, évidemment, mais ça va être les OPCO. Vous êtes dirigeant d'entreprise, vous savez comment ça fonctionne. Il y a des budgets OPCO, vous cotisez tous les ans. Quand l'URSSAF passe par là, il prend sa part pour la taxe d'apprentissage, la contribution à la formation professionnelle, tout ça indexé sur la masse salariale. Donc, derrière, ça vous donne des budgets chaque année via votre OPCO pour aller utiliser et chercher des formations. Donc, si vous-même vous êtes certifié Calliope, eh bien, vos clients qui viennent payer une formation pourront aussi utiliser leur budget OPCO. Et c'est un peu ça l'idée. Ça permet à vos partenaires, revendeurs, distributeurs, installateurs, réparateurs, de mobiliser leur budget OPCO. Et c'est donc la condition indispensable pour proposer des formations finançables.
Le point clé, comme vous, vos partenaires qui ont des entreprises cotisent tous les ans. Ils ont un budget formation disponible tous les ans via leur OPCO. Et si vous êtes certifié Calliope, ils peuvent utiliser leur budget OPCO pour se former chez vous. Et c'est ça l'idée. Ce que ça change concrètement, vos partenaires peuvent se former sans payer directement. Donc ça va dépendre après des modalités, hein. Il y a ce qu'on appelle la subrogation. Mais c'est soit ils vont pouvoir dire, OK, la formation, elle coûte combien? 1 500 € pour 2 jours. OK, je paye directement l'entreprise et je me fais rembourser par mon OPCO. Ou l'inverse, je vais suivre la formation, j'ai un accord de prise en charge de mon OPCO et après, c'est l'OPCO qui va vous régler et vous rembourser directement. Ce que ça change aussi, c'est que vos partenaires vont pouvoir monter en compétences à moindre coût et c'est dans votre intérêt, évidemment. Et là, vous levez le frein principal, c'est-à-dire le prix. Combien coûte une formation? Puisque une formation, ça mobilise des ressources et évidemment, tout ça, ça a un coût. Donc, quand derrière, vous pouvez amortir en facturant vos formations, ça change tout. Bénéfice au niveau business, les formations vont être beaucoup plus faciles à vendre à vos partenaires, puisque si vous vous débrouillez bien, vous allez les vendre le prix que l'OPCO est prêt à prendre en charge. Donc, vous allez ajuster vos tarifs pour dire à vos partenaires, la formation, on a tout fait, c'est gratuit pour toi, parce qu'on s'est accordé sur les budgets des OPCO. Donc, tu n'as rien à payer, elle ne te coûte rien du tout. Et alors là, il n'y a pas plus facile d'aller vendre une formation derrière. Ça va permettre d'accélérer des décisions et de fidéliser votre réseau. Également, qu'il y ait une meilleure adoption de vos produits. Ce qu'il faut retenir, avec Calliope, vous transformez un budget existant chez vos partenaires en un levier de développement pour votre entreprise. Vos partenaires ont déjà les budgets. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent utiliser ce budget chez vous? Et j'enchaîne avec Valérie. Du coup, question pour toi. Est-ce que Somfy est certifié Calliope? Et si oui, pourquoi? Oui, effectivement, nous sommes certifiés Calliope, donc nous avons choisi de l'être pour plusieurs raisons. Je pense que dès que l'on sort du cadre de la formation interne, cette certification, elle est indispensable parce qu'elle ouvre clairement la porte du marché de la formation professionnelle externe, quoi. Elle permet à nos clients donc de mobiliser leurs OPCO. D'ailleurs, quand les clients nous appellent, la première chose qu'ils nous demandent, c'est vous êtes bien Calliope. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que nous avions aussi une reconnaissance spontanée. On a des nouveaux clients qui entrent par le biais du centre de formation. Et puis, j'ai envie de dire, d'une manière générale, Calliope nous oblige à structurer nos processus, ce qui permet de sécuriser nos pratiques et de proposer une offre stable et durable. Ça renforce vraiment l'image d'industriel expert et sérieux auprès des professionnels. Ok. Ça fait longtemps, oui, que vous êtes certifié? On a été les premiers certifiés quasiment Ah oui, en d'accord. 2020. Dès le départ. Dès le départ, oui. Ouais, vous avez tout de suite vu l'intérêt, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ok. Et puis, on va arriver sur les dernières slides. Ensuite, on va pouvoir enchaîner avec les questions. Donc, les pièges à éviter quand on crée son organisme de formation en interne, sous-estimer le temps. En effet, c'est un projet qui est quand même assez conséquent. Ça ne se fait pas en 3 mois. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses et s'inscrire sur du long terme. Deuxième piège à éviter, c'est de nommer un expert qui est pas formé à la pédagogie et de lui confier les rênes de la chose, alors que c'est pas forcément son sujet. Son sujet, c'est toute l'expertise métier qu'il a pu acquérir et qu'il peut avoir, mais derrière, ça veut pas dire qu'il sait transmettre les connaissances comme le ferait un formateur expérimenté. Troisième piège, c'est ne pas formaliser en se disant: «On fait les choses comme ça» et on structure pas, on formalise pas. Il y a pas d'écrit, il y a pas de formulaire, il y a pas de procédure, il y a rien du tout et au final, on ne capitalise rien du tout. Ce qui est quand même l'intérêt de la création d'un organisme de formation, c'est de capitaliser en disant: «OK, toutes les
connaissances qui sont sur le terrain, qui sont disséminées à droite et à gauche, je les récupère et je les écris quelque part. Et ensuite, je peux les distribuer d'une façon plus harmonieuse. Donc, construire un centre de formation interne et ne pas formaliser, bah, c'est la meilleure façon de se planter. Autre piège à éviter, c'est de ne pas mesurer. Évidemment, donc si je fais une formation à un technicien, au bout des 2 jours, par exemple, bah, il faut que je mesure. Est-ce qu'il a bien retenu, tout ce que j'étais censé lui apprendre, tout ce qu'il était censé emmagasiner et toutes les connaissances qu'il est censé avoir maintenant? Et mesurer aussi dans le temps, la progression. Récupérer les avis des apprenants. Qu'est-ce que tu as pensé de la formation? Est-ce qu'elle était facilement assimilable pour toi? Ah, j'aurais préféré avoir, plus d'exercices pratiques, plus de OK, on prend ça, on mesure et on avance. Ça reste une démarche qualité et la démarche qualité, bah, c'est d'aller chercher les retours et d'aller améliorer, hein. C'est la route des Ming. On prend, on mesure, on avance, action et on recommence. Et enfin, un autre piège à éviter, bah, c'est de se lancer tout de suite dans Calliope sans avoir structuré au préalable, sans avoir planifié, sans avoir un vrai plan, en se disant: «OK, quelles sont les étapes? Par où on va passer? Comment on fait? Qui s'en occupe?» On fait un vrai plan en fait, hein, et après on peut avancer. Valérie, du coup, pour Eh bien, toi, ce serait quoi le piège le plus fréquent, que tu as pu voir, de ton expérience? je pense qu'on est complètement en phase, hein. Je valide ce que tu dis, François, c'est-à-dire que beaucoup pensent que créer un centre de formation, c'est juste mettre en place quelques formations. En réalité, c'est vraiment un projet de structuration et de méthode, hein. Sur la partie animation, c'est formaliser les compétences, c'est créer des supports, c'est construire les parcours, c'est accompagner les formateurs. Puis sur la partie administrative, bah, c'est structurer le suivi, organiser la traçabilité, mesurer, ajuster. Et en fait, quand on sous-estime ce travail, on finit par bricoler. Et c'est là que bah, finalement arrivent les incohérences, les surcharges des équipes, la déception qui, bah, au final, font perdre du temps, quoi. Donc, accepter un petit peu de prendre de la hauteur, de se donner de la méthode en amont pour pouvoir avoir un vrai chantier qui démarre sur des bases saines. Ouais, OK, super. OK, je regarde, il est 14h52. Bon, on est pas mal au niveau timing. On va pouvoir enchaîner, les questions-réponses. Alors, j'en ai profité pour mettre, voilà, si jamais il y a des gens dans l'assemblée qui veulent me contacter, un peu plus tard, j'ai mis mes coordonnées ici. N'hésitez pas à me faire un petit mail et puis on prendra un rendez-vous après. Hem, Samia, du coup, peut-être qu'on va te laisser, regarder s'il y a des questions dans la salle. C'est vrai que c'est compliqué de ne pas avoir de caméra. Ouais, mais je pense qu'on va peut-être, refaire un Ouais. essai où je vais enlever le partage là, vu qu'on n'a plus besoin. Bonjour, Yannick Michon. Votre présentation est exhaustive. Néanmoins, il y a deux points que je voudrais éclairer un peu, 3 points même. Le premier, c'est la dimension politique de cette décision de créer un centre de formation dans une entreprise. Et je dirais quelle que soit la taille de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas sous-estimer ce que ça représente. C'est colossal. J'entends par là que prenons le cas d'une entreprise avec, je ne sais pas moi, une centaine de techniciens, par exemple, qui interviennent sur tout type d'installation, ce qui est le cas de, alors en nombre, non, peut-être pas, mais ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises ici. Ces gars vont être sollicités sur des technologies qui, des fois, ne maîtrisent pas. Et l'expérience a prouvé que un technicien qui n'est pas formé à ce qu'il fait va se lasser et il va partir. Donc, en premier lieu, si vous voulez, avant les nouveaux collaborateurs, je mettrai les collaborateurs existants dans les montées en compétences et dans la maîtrise de leur métier. Donc, ça veut dire quelque part qu'au niveau du dirigeant de l'entreprise, il faut déjà qu'il y ait une véritable volonté politique de prendre conscience de la nécessité sur le long terme de faire cet investissement, parce qu'il s'agit bien d'un investissement qui ne donnera pas de retour
avant 1 an ou 2 ans, mais qui donnera des retours colossaux après. Colossaux. Je veux dire, c'est considérable. On parle aujourd'hui de se débaucher des techniciens qui ont une expertise, parce que c'est tellement facile d'aller piquer à son petit copain pour 200 ou 300 euros de plus, quelqu'un qui est déjà formé, qui a été formé dans une entreprise quelconque, et puis de lui dire, bon, ben voilà, viens travailler chez moi. Au bout d'un mois, tu sauras faire le métier avec mes produits sur la base de l'expertise que tu as acquise dans l'entreprise d'où tu viens. Alors, c'est aussi un frein, c'est pour ça que je parle de volonté politique, parce que vous entendez dans les entreprises, bien souvent, oui, mais je veux bien former les gens de chez moi. Mais une fois qu'ils vont avoir un bon niveau de compétence, on va me les piquer. D'accord ? Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Alors, donc, il faut être capable de dépasser ça, de voir beaucoup plus. Je rejoins un petit peu ce que disait tout à l'heure notre ami philosophe, parce que c'est vraiment en ligne, c'est très intéressant. Il faut prendre le risque de dire non, je mise là-dessus, mais j'affirme une volonté politique avec des moyens à la clé. Parce que si vous avez un organisme de formation interne qui tourne bien, c'est-à-dire pratiquement 4 jours par semaine, vous avez des formations organisées. Là, ça tourne bien. Bon, il faut penser à tous les techniciens que vous déplacez, les hébergements d'hôtels, le coût que ça représente à travers le chiffre d'affaires qu'ils ne vont pas faire parce qu'ils ne sont pas sur le terrain pour faire le business. Tout ça, c'est un coût qui est quelque part colossal, qu'on minimise un tout petit peu. Et quand on voit et quand on le prend, on prend ça en considération, ben on arrête ou on lève le pied. Ou alors il y a les opérationnels de terrain qui vont dire, attends, tu peux pas me piquer ce technicien-là parce que là en ce moment dans la région il est tout seul ou il y en a que 2 et il faut faire le business. Donc on va déséquilibrer des formations. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut une véritable volonté politique déjà pour commencer, pour être certain que quelque part ça va se faire sur le long terme. C'est juste. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'ai une question sur l'OPCO. Si je peux me permettre, il y a de nombreuses études RH qui ont montré que, contrairement aux idées reçues, envoyer un collaborateur en formation est un des éléments majeurs pour le conserver parce que la personne, son employeur, lui donne du temps pour lui, il se sent investi dans l'avenir de l'entreprise et c'est vraiment un facteur de rétention plutôt que justement des améliorations de conditions salariales, par exemple, quoi. Ça a été prouvé. Excusez-moi. Ah non, mais c'est très intéressant. Oui, moi, je voulais revenir sur l'OPCO. Aujourd'hui, dans le modèle PME ou plus grand, on n'a plus aucune aide des OPCO. Donc, c'est intéressant pour nos installateurs, revendeurs, si ils ont des structures plus petites pour pouvoir faire financer finalement de la formation qu'on ferait gratuitement dans un autre cadre. Mais par contre, pour nos salariés, aujourd'hui, ça ne nous amène plus rien dans le sens d'aller vers Calliope, de se dire, de faire toute cette démarche qui est quand même lourde pour nos PME. Donc, peut-être d'avoir l'expérience de Madame Laurent qui est dans un grand groupe et donc qui n'a plus aucun financement des OPCO. Oui, comment vous valorisez finalement de rester Calliope au-delà de ce que vous disiez tout à l'heure, l'image d'être un formateur sérieux parce qu'on est Calliope, quoi. Alors moi, je vais plutôt vous donner les retours que l'on a de nos clients, dont certaines sont plus de 50 salariés, et ils continuent quand même à demander des financements OPCO, parce que quand même, souvent, il existe des queues de budget ou il existe des dispositifs qui leur permettent d'obtenir quand même des financements. Donc, contrairement à ce que l'on pense, il y a encore de l'argent, surtout si on est capable de faire la preuve. Et ça, c'est vraiment une relation qu'on doit avoir privilégiée avec notre correspondant OPCO. Si on fait la preuve que l'on est vraiment dans l'innovation ou on est dans des éléments qui touchent à la mobilité interne des collaborateurs, ben voilà. Donc, si on a cette relation-là avec son conseiller OPCO, on peut encore avoir des financements.
Après, pour les très grandes entreprises où effectivement les choses sont plus compliquées, pour autant, on touche alors aux aspects que l'on évoquait avant. D'abord, les aspects obligatoires, hein. On sait que si on ne fait pas une formation dans les 6 années précédentes, 6 années consécutives antérieures, on peut avoir un abondement, une amende d'abondement de 3 000 € sur le compte personnel de chacun des salariés. Donc, on a cet aspect-là. Et puis, il y a tout aspect aussi légal du plan de financement, du plan de formation entreprise. Et du coup, nous, on rentre ces éléments-là, les formations de nos internes, on les rentre dans le plan de fraude de l'entreprise, quoi, qui est une obligation légale. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, il y a une petite contrainte. Ouais. Oui, Simon Blindé-Pré, je suis dirigeant d'une PME avec 22 salariés dans l'installation de produits sur mesure. Alors, c'est sûr qu'ouvrir un centre de formation à mon échelle, ça paraît complexe. Par contre, je me posais la question de savoir si sur ce chemin, il existait à votre connaissance des parcours qui peuvent être externalisés avec des organismes qui vont faire une formation pour tel sujet, une deuxième formation pour un deuxième, et qui pourrait représenter quand même un parcours un peu structuré, voire, alors peut-être pas diplômant, mais qui permettrait d'arriver au bout du parcours. Il y a des choses comme ça intermédiaires qui existent, où c'est soit des formations disparates, et de l'autre côté le centre de formation, ou il y a un entre-deux à Ce de votre serait quoi connaissance? l'objectif, Simon? C'est de former vos salariés ou vos partenaires? Les salariés. Les salariés pour imaginer sur 2 ou 3 ans, en accumulant 5 ou 6 formations qui seraient plutôt complémentaires, d'arriver à un certain niveau de technicité qui serait un peu plus reconnu que j'ai accumulé 5 ou 6 formations. Bon, Alors moi, enfin, avec les infos que j'ai là, je privilégierais peut-être le fait de regarder déjà en interne, est-ce qu'il y a un des techniciens qui a suffisamment de compétences pour pouvoir les transmettre aux autres et qui a naturellement cette fibre de prendre le temps, d'aider les autres, la partie pédagogie, et sans aller jusqu'à créer un vrai centre de formation, mais commencer avec les basiques. C'est-à-dire que peut-être en lui payant, en lui finançant une formation de formateur, pour que petit à petit, il commence à capitaliser les connaissances, à les inscrire quelque part, et au fur et à mesure des nouveaux produits, de former les uns les autres. Et du coup, vous pourriez avoir un technicien formateur en interne qui va s'occuper d'aller transmettre les connaissances aux autres techniciens. ok. Au moins, vous êtes sûr que ce sera sur vos produits, ce sera avec vos méthodes, ce sera votre culture, votre ADN. Si vous passez par un externe, un centre de formation externe, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, et puis, ouais, moi je prendrais cette solution-là. Vous savez, en formation pour adultes, on dit que je sais pas, je peux, oui, quand on ne vous voit pas, c'est compliqué pour nous. Du coup, j'ai l'impression que vous coupez la parole. Oui, je disais qu'en formation pour adultes, un des éléments les plus importants, c'est ce qu'on appelle les méthodes inductives, c'est partir d'exemples. L'adulte construit ses compétences à partir d'exemples. Or, si l'on prend quelqu'un qui vient de l'extérieur, les exemples seront décontextualisés. Alors que si on prend des cas concrets qui sont, eux, issus de la réalité professionnelle et opérationnelle, alors la montée en compétences sera beaucoup plus efficace. Il y a de nombreuses entreprises qui ont décidé de se dire arrêtons l'externalisation et travaillons plutôt pour conserver en interne tout notre savoir-faire. Merci. Oui, bonjour, Emmanuel Coste, Franciaflex. J'ai une question, c'est si on devait ramener la formation en entreprise en termes de budget, comme un budget de com, c'est quoi la part en pourcentage? Grande question. Alors là, vous me posez une colle, moi je suis incapable de répondre. Tout dépend de vos Je pense que ambitions. c'est important. Il y a beaucoup de critères, à mon avis. Je sais pas, Valérie, tu as peut-être un retour, Non. toi? Non, non, en fait, ça dépend des ambitions que vous vous donnez, quoi. Clairement. Non, mais c'est difficilement quantifiable. De toutes les expériences que j'ai eues, je ne vois pas comment on peut quantifier ce genre de choses.
Pourtant, ça se valorise, j'imagine, à la fin. Et, de toute façon, c'est indexé à la masse salariale, hein. J'imagine que vous avez un taux chez Somfy, hein, d'investissement pour la formation. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est De la toute question, façon, ça. à partir du moment où on a un numéro de déclaration d'activité, on est tenu de faire un bilan pédagogique et financier. Dans ce bilan pédagogique et financier, on a la somme des charges de l'ensemble du personnel qui travaille pour le centre de formation. Donc, et les investissements, bien entendu. Le taux. C'est le ton. Moi, j'ai déjà travaillé dans une grosse entreprise. C'est vrai que ils investissaient sur leurs salariés, puis le taux était de plus de 3% Ah, voilà. de la masse salariale. Donc, après, voilà, effectivement, on peut connaître le taux. Mais en fait, la difficulté, c'est pas la difficulté, c'est soit on décide d'être complètement en interne, mais à partir du moment où on vend de la formation, on a aussi du chiffre d'affaires qui va réduire Oui, tout à fait. cet Là, ça investissement, concerne quoi. que C'est les pour ça que je collaborateurs. disais que quand on est dans un mixte, Oui. c'est compliqué de pouvoir donner des Oui, chiffres. oui, effectivement. Philippe Sias, je voulais juste apporter une petite, apporter au moulin une information aussi sur de la formation interne qui, effectivement, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, est assez pertinente sur le fait qu'évidemment, on prend les process internes, on les intègre pour nos collaborateurs et donc on a moins de pertes en ligne et beaucoup plus de montée en progression de la formation pour les personnes concernées. Dans une entreprise un peu similaire à la tienne, Simon, comme celle de Guillaume et de pas mal d'installateurs en France, ce qui est pas mal, c'est de mettre quelqu'un effectivement de référent que l'on forme à la formation, qui est un bon technicien, faut-il le trouver, parce que souvent, enfin pas souvent, mais on peut se retrouver aussi devant des bons techniciens qui ne sont pas des bons pédagogues, hein, donc c'est pas toujours évident. Par contre, quand on a quelqu'un qui en interne peut apporter de la formation, c'est ce que nous faisons chez nous par exemple. Il y a un collaborateur qui s'est mis à former, à faire des slides pour pouvoir former nos collaborateurs. Ça le met en valeur et ça c'est vachement important pour ce fameux collaborateur. Ça, en fait, quelque part, ça met en valeur ses compétences et ça le valorise énormément dans l'entreprise. Et puis pour le coup, ça donne du sens à la formation pour nos nouveaux installateurs qui arrivent dans l'entreprise. Mais bon, c'est pas toujours évident de trouver dans nos petites structures la bonne personne. Voilà. Mais il faut par contre accepter de perdre du temps à la formation, et ça, c'est une autre problématique, parce qu'évidemment, on a envie de les voir à la pause. Hein. Et dans ce retour d'expérience ? Non. Non, non, tout à fait. Et tu as raison, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas formé, mais effectivement, il a été épaulé par nous mais il a travaillé en fait indépendamment pour se faire ses propres thèmes de formation et ses propres supports. Donc c'est tout à son honneur. Mais ce qui est clair, c'est que il aurait peut-être fallu, et ça c'est à l'éclairage de ce que vient de dire effectivement Valérie là, sur la formation des formateurs en interne, ça peut être même si c'est pas son boulot au quotidien, évidemment, il va poser ou il va être technicien dans l'entreprise au quotidien, mais une petite demi-journée ou 2-3 heures, un vendredi, voilà, on met les gens autour de la table et il développe son savoir sur un thème précis. C'est un moyen de garder ses compétences critiques. Pensons aussi à l'emploi des seniors. Hein. Voilà, je peux en parler tout à fait librement, mais c'est aussi un moyen d'accompagner une fin de carrière et de bénéficier un petit peu de l'expérience de ces seniors, quoi. L'emploi des seniors, moi je trouve ça, c'est tout à fait honorable et de faire valoir aussi l'expérience. Et je voulais parler aussi de la jeune génération qui a tendance à bouger assez rapidement. Et avec votre expérience, je voulais savoir si ça permettait la fidélisation de vos équipes au niveau des techniciens, le fait de former. Est-ce que vraiment ça fidélise les techs qui restent dans votre société? Oui, clairement oui. C'est ce que je vous disais. Vous avez pu mesurer ça? Vous avez pu mesurer avec les... Alors, moi, je l'ai pas. Enfin, nous, on le mesure en interne, mais aussi j'ai pu le mesurer avec certains de nos clients, bien entendu. N'oublions pas que, en ce qui concerne nos clients,
ne nous leurrons pas, les gens qui viennent poseurs dans les installations et qui sont jeunes, la plupart, c'est pas un emploi choisi. Ça a été un emploi qui, à un moment donné, a été pourvu parce qu'il y avait, on n'est pas très loin de l'emploi alimentaire, hein, parce qu'il y a eu un échec scolaire, parce qu'il y a eu des parcours hachés. Et finalement, les former, c'est un moyen de leur permettre de, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, de s'ancrer dans le long terme, de montrer que je suis quelqu'un qui a de l'intérêt et de l'importance pour l'entreprise. En plus, on propose de plus en plus de solutions qui utilisent des smartphones. Or, nous sommes tous bien placés que nos jeunes pour rendre compte que nos jeunes, c'est le prolongement d'eux-mêmes. Donc, si en plus, pendant leur poste de travail, ils peuvent utiliser un téléphone pour régler un volet roulant, je pense que voilà, ce sont des éléments qui contribuent aussi à valoriser ce qu'ils aiment faire au quotidien. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. François, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Non, je ne vais pas avoir beaucoup d'éléments à apporter en plus, hein. Merci. Pas d'autres questions? Faut clore là. Vous avez, non. Bien, hein. Bah, merci aux intervenants pour cet atelier, et puis merci à tous les participants. Merci en tout cas. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, il y a un atelier qui est prévu après, un atelier technique consacré au FDES qui aura lieu ici. Voilà, et puis un atelier communication dans l'autre salle. Merci à vous. Merci Valérie, merci François. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir Valérie.